Alors les amis, on va commencer un autre magnifique Mawa. Le nom de ce Mawa C'est est ton truc. Station Mekong, Séoul, capitale de la Corée du Sud, année 2021. Nous avons une belle journée, très belle. Nous voyons 5 étudiants dans une ruelle, mais plus précisément, c'est 4 contre 1. Et on voit un garçon studieux avec son carnet, parlant au costaud de sa classe pour lui dire de se dépêcher. Car il ne veut pas être en retard pour ses Avec cours. un air de supériorité, il ne regarde même pas en face le costaud. Déjà bien agacé par ce type, le nerveux lui dit « Alors quoi? C'est Do-Jae-Mim. » Do-Jae-Mim, c'est le nom du gars qui tient le carnet, et nous allons l'appeler Jae-Mim. Jae-Mim. Il dit au costaud que si ce dernier n'a rien à dire, il s'en va. Tous les amis du costaud commencent à se moquer de lui, disant que le costaud, Tupetim, a été complètement ignoré. Après avoir été tellement taquiné par ses amis, il est très en colère et crie après Jae-Mim, l'appelant crapule, lui ordonnant de s'arrêter tout de suite. En insultant Jae-Mim, il prépare un coup de poing et court pour le frapper par derrière. Jae-Mim, avec un air de héros, ferme son carnet sans regarder derrière et file un grand coup de pied à la tête de Tupetim, ce qui le déséquilibre et le fait tomber, tel un camion qui l'aurait percuté. Tupetim est à terre, luttant pour ne pas perdre connaissance. Le coup va-t-il le mettre KO ou pas? Moi, j'aurais été sonné. Jae-Mim, en héros, regarde de haut Tupetim. Mais Tupetim est un dur à cuire et ne lâche rien. Il se relève déjà en insultant Jae-Mim. Jae-Mim, avec assurance, sait qu'il remportera le duel avec Tupetim. Jae-Mim. Jae-Mim dit qu'il se moque que Tupetim veuille jouer les costauds, tant qu'il ne l'embête pas lui. Et Jae-Mim ajoute un avertissement, disant que sa vie est déjà assez difficile sans la présence du costaud. Le costaud, encore à terre, regarde Jae-Mim en face et lui dit d'arrêter de faire semblant d'être fort, en disant que désormais, il est mort. Et Jae-Mim, avec la main sur la hanche, le regarde et dit « Sérieux ?» Sauf que Jae-Mim est très intelligent, comme vous le voyez, et il a oublié qu'il y avait d'autres gens impliqués dans le combat. Et ça va. Il prend un coup si fort dans la nuque qu'on dirait que son âme va quitter son corps. Et le type, avec une batte de baseball, se moque de la tête de Jae-Mim. Et il demande à Jae-Mim s'il pensait qu'ils étaient là juste pour décorer. Jae-Mim, après ça, commence à transpirer des gouttes de ketchup. Ou bien du ketchup sort par son nez. À ce moment-là, le dur à cuire commence à sourire, car Jae-Mim est à ses pieds, et il demande si le coup qu'a reçu Jae-Mim lui a fait mal. Le dur à cuire dit qu'il parie que ça a fait très mal, et il ajoute que Jae-Mim s'est pris une raclée parce qu'il la ramène tout le temps à l'école, et qu'à partir de maintenant, il va lui montrer où est sa place à l'école. Jae-Mim. Très bien. Jae-Mim en colère lui dit des paroles incohérentes. Regarde bien la tête de Jae-Mim et lui demande « Tu veux vraiment continuer à te faire tabasser, espèce de censuré ?» Tupetinho, avec un sourire, dit qu'il veut voir combien de temps Jae-Mim va tenir le coup. Puis il ordonne à ses copains de finir avec Jae-Mim. Honnêtement, je ne sais pas comment les amis de Tupetinho vont liquider Jae-Mim, car ils n'ont pas Dieu, ou bien ils ont voulu économiser sur la peinture. Et il commence à y avoir une belle séance de passage à tabac. Soudain, Tupetinho voit une lumière devant lui, mais pense qu'il hallucine. Quand soudain, plusieurs sphères brillantes commencent à apparaître près de Tupetinho, et il se demande ce que c'est. Tupetinho regarde en bas. Il revient sur ses pas et voit que d'autres sphères blanches apparaissent. Pendant ce temps, la séance de massage gratuit continue. Les massagistes ne remarquent pas ce qui se passe. Cependant, Tupetinho voit qu'il y a un problème, car il y a trop de lumière brillante, et elle brille juste devant lui. Il pointe les doigts de Tupetinho et met sa main devant son visage pour ne pas regarder cette lumière. Soudain, ils arrêtent, car l'un a vu quelque chose scintiller, un autre n'a rien vu, et un troisième demande à Tupetinho ce que c'était. Tupetinho répond, disant qu'il ne sait rien. La seule chose qu'il a vue, c'était un flash, et ça l'a beaucoup effrayé. Tupetinho continue avec un regard féroce, mais il pense qu'il est toujours OK et veut continuer la séance de massage. En marchant doucement sur la tête de Jae-Mim, il lui dit de rester au sol, et c'est seulement après cela que Tupetinho affiche un visage heureux. Soudain, un gars apparaît à côté de Tupetinho, disant qu'il ne sait rien. Disant, mec, 20 ans ont passé, et ici rien n'a changé, Tupetinho est très surpris par un gars qui est apparu de nulle part à côté de lui. Et le gars commence à examiner Tupetinho, disant que les uniformes n'ont pas changé. Tupetinho ne comprend rien, demande « Qui es-tu » Censuré. Et le gars ne comprend rien, demande « Censuré. » Oh que ça, comment ça se fait? Et le gars qui est apparu de nulle part continue de parler. C'est comme ça que les petits morveux, comme vous, parlent à vos vétérans. Et Jae-Mim commence à regarder toute cette scène sans comprendre ce qui se passe. Le gars qui est venu de nulle part est déjà moins en colère et dit comme ça, qu'ils ont juste eu un moment d'égarement. Donc il va pardonner ce qu'ils viennent de dire. Mais Tupetinho dit au gars qui est apparu de nulle part, et qui s'en fiche que tu sois notre vétéran. Tupetinho, essayant d'intimider le gars, lui dit de s'occuper de ses affaires et de continuer à marcher, et il ne comprend pas pourquoi un vaurien se mêle de ça. Et Tupetinho demande au gars qui est apparu de nulle part s'il veut se faire taper par des bleus. Tupetinho dit au gars qui est venu de nulle part de dégager, sinon il lui montrera quelle est sa place. Soudain, le gars qui est apparu de nulle part demande si tous les jeunes d'aujourd'hui sont aussi impolis que lui, et il dit
qu'ils ne devraient pas parler ainsi à leurs vétérans. Tupetinho dit tout de suite qu'il dit n'importe quoi et lui ordonne de se casser avant qu'il ne le détruise et lui donne un coup de poing sur le torse. Mais, le coup de poing n'a rien fait et sa main est restée sur son torse. Et cela rend le gars, qui est apparu de nulle part, très en colère. Et il attrape le bras de Tupetinho et lui dit que s'il continue à être un idiot, il va lui casser le bras. Tupetinho se dégage des mains du gars, du prota, et lui demande s'il a perdu la tête. Le gars qui est apparu de nulle part est le prota. Et Jamino Punching Ball n'est pas le prota. Et avec beaucoup de brutalité, Tupetinho attaque le prota en disant qu'il va le tabasser. Et on voit un bond direct au visage du prota, sauf que le prota est très fort et très bon en combat et esquive sans aucune difficulté. Tupetinho ne comprend pas comment il a salement raté son coup. Et le prota dit à Tupetinho qu'il aurait dû s'arrêter tant qu'il était gentil et affirme qu'il devrait traiter son vétéran comme un dieu. Tupetinho regarde ça et dit qu'il pense que c'est le genre à n'apprendre que par la force. Alors le prota fait un geste de la main et commence à parler une langue que les autres ne comprennent pas. Ici, avec les esprits du mal, reforme cette forme décadente. Oh, assez de bavardage. Mettez les mains sur la tête. Mais non, et tout le monde regarde ce fou de prota lever les mains et faire des gestes bizarres avec les doigts. Et prota continue. Il claque des doigts par ici et par là. Rien ne se passe. Et tout le monde se demande ce que ce fou est en train de faire. Prota, qui n'a pas encore dit son nom, regarde sa main et dit que le sortilège ne fonctionne pas. Petinho arrive et s'exclame. Ah, vraiment? Ça n'a pas marché? Pourquoi tout est si ridicule de nos jours, hein? Et il continue à dire à Prota de ne pas faire comme s'il était quelqu'un d'important dans cette vie, puisqu'il n'est qu'un Sensword. Et Prota est là. Il claque des doigts d'ici, claque des doigts là. Le vide est total. Et bien sûr, tout le monde pensait déjà qu'il était un retardé, un grand retardé. Et Prota fait son dernier, il regarde autour, voit que la magie ne sert à rien et que ses gars le traitent de retardé. Alors, Prota dit qu'il n'a pas le choix, puisque sa magie ne fonctionne pas, il va y aller millimètre par millimètre et prépare un pichenette suprême. Et Petinho se demande ce que ce fou est en train de faire. Quand soudain, il reçoit une pichenette suprême et s'envole comme une crotte. Alors Petinho vole sur plusieurs mètres et s'écrase violemment à l'opposé. Et moi, qui ne sert à rien, reste bouche bée, tout comme les figurants. Tupetinho est parti dormir, et Prota, avec son doigt fumant, dit « La M de l'air pesait tuat à Novigrad ». Oups, je pense que cette phrase vient d'un autre jeu auquel j'ai joué, et avec un sourire, il prépare la nouvelle pichenette suprême et demande qui sera le prochain. Jaininho tremble de ce qu'il vient de voir, et il nous est rapidement montré que la pichenette suprême a tout englouti. Et bien voilà. Tous les autres trois figurants étaient déjà à terre, et notre ami Tupetinho continuait à ronfler. Il était temps de partir. Et Jaininho est très surpris par la force du Prota, car il a mis tous les quatre au tapis avec un seul doigt. Et Prota est tout sourire, car il a donné une leçon à ces idiots. Et Jaininho est vraiment surpris. Jaininho, qui n'avait jamais vu un gars aussi dingue, se demande qui est ce cinglé, mais humblement, Jaininho remercie pour l'aide, et notre Prota dit que ce n'est rien, mais il commence à regarder Jaininho, et Jaininho, comme tout bon punching ball, dit que ça va, sa tête est bien résistante, et Prota dit qu'il ne parle pas de sa tête, il veut savoir quelle est la date aujourd'hui. Et Jaininho est surpris par la question, et Prota demande à nouveau quelle est la date d'aujourd'hui. Et Jaininho répond que nous sommes le 10 septembre. Et Prota demande à nouveau de quelle année, 2021 bien sûr. En entendant cette réponse, le protagoniste est très étonné, et il dit à Jaininho qu'il a été invoqué en 2016. Donc cela devrait être autour de 2036, étant donné qu'il a patienté 20 ans. Et Prota, ne sachant pas ce qui allait se passer, fait les comptes, car seulement 5 ans se sont écoulés ici, sur Terre, alors qu'il a vécu 20 ans sur la planète d'Alfheim. Prota dit que c'est mieux ainsi, et Jaininho ne comprend pas pourquoi il a dit ces choses-là. Prota fait ses adieux à Jaininho, en disant « Parlez, je suis parti, c'est nous, salut », et donne un conseil à Jaininho, en lui disant de ne plus se laisser frapper dorénavant. Et Jaininho, voyant Prota s'éloigner, se demande qui diable est-il, et Prota est là. Donc, Jaininho, voyant ça, lui demande ce qu'il fait maintenant. Je suis vraiment bon à cet effet spécial de claquer les doigts, n'est-ce pas? Je suis doué. J'ai claque des doigts comme personne. Je suis pratiquement le maître du claquement de doigts. C'est quoi cette fête, vieux? Et le Prota, en plus de claquer des doigts, se met à dire « téléportation, téléportation », mais ne se téléporte pas. Jaininho, en voyant cela, pense que Prota est plus fou qu'un élève qui redouble. Puis soudain, Prota arrête de claquer des doigts et regarde Jaininho. Jaininho frissonne immédiatement. Il se demande pourquoi Prota revient. Ce type est vraiment bizarre. Il s'approche de moi encore une fois. En s'approchant de Jaininho, Prota le regarde et dit, le Prota lui demande comment il s'appelle, et il se présente. Je suis de Jaininho, mais ici dans l'histoire, vous m'appelez Jaininho.
Alors continuez à m'appeler Jainigno. Alors Prota dit, oh Jainigno, puisque je t'ai sauvé, tu pourrais me prêter de l'argent. Et Jainigno n'en croit pas ses oreilles. Le Prota étrangement dit qu'il semble être revenu trop tôt et qu'il ne peut matérialiser aucune magie à cet endroit. Et Jainigno, il pense que ça s'est mal passé car il vient de se lier avec un gars vraiment étrange. Ensuite, Prota commence à raconter son histoire. Il explique qu'il était dans un monde très différent du leur et qu'il vient d'être téléporté sur Terre, et qu'il est revenu sur Terre pour des raisons personnelles. Prota continue d'expliquer qu'il semble y avoir eu un problème avec le système de manipulation du mana pendant le processus de retour sur Terre. Et il est d'accord. Et il conclut que si le processus s'était bien déroulé, il aurait été téléporté devant chez lui. Ainsi, Prota explique qu'il ne peut pas lancer de sortilège à cet endroit. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Cette histoire, si tu as peur de mourir. C'est ce que Jaimino pensait intérieurement. Bien sûr, il ne pouvait pas dire ça. Jaimino, en étant malin, assure. Il demande combien Prota a besoin. Et Prota dit qu'il a besoin de 2000 ans. Jaimino a été naïf, il n'avait qu'un billet de 5000 et Prota a pris son billet de 5000. Et il a même pris le numéro de téléphone de Jaimino. Et Prota pense, eh bien comme Jaimino est sympa, assure qu'il va rembourser ce qu'il doit. Car il a même pris le numéro de téléphone pour rendre l'argent au protagoniste. Il regarde son reflet à l'oreille et s'aperçoit que seulement 5 ans ont passé ici sur Terre et pense que c'est une bonne chose, parce que sa famille va sûrement le reconnaître en faisant ses calculs de roi des maths. Il réalise qu'il a 24 ans, mais que ses parents doivent avoir environ 50 ans, et que sa petite sœur doit avoir environ 7 ans maintenant. La scène change pour une station de métro, allons nous en approcher. Prota voit beaucoup de militaires et se demande s'il y a eu un accident dans la station de métro. Ne trouvant pas de réponse, Prota voit 2 étudiantes passer et décide de leur poser des questions. Il demande ce que font les soldats devant la station de métro, s'il s'est passé quelque chose là-bas. Les filles, sans La comprendre, question se regardent étonnées et, riant de Prota, elles répondent que c'est normal que les soldats protègent l'entrée du donjon et demandent si Prota est resté dans le coma tout ce temps. C'est là que Prota, un peu perdu, ne comprend rien et se demande de quoi elle parle. Prota, ne pouvant pas prendre le métro, envisage d'appeler un taxi. Cependant, en marchant un peu plus loin, il voit une autre station de métro, où il n'y a pas de soldats devant. Il décide de descendre dans cette station de métro avec ses bottines très stylées de femme. Et je pense que ces bottines sont pour femmes, d'accord? Il découvre que la station de métro est fermée avec un cadenas. Et il ne comprend pas ce qui se passe, car il fait jour, la station devrait être ouverte. Cela rend Prota encore plus méfiant, car il pense qu'il y a eu un accident dans la station de métro. Cependant, par coïncidence du scénario, ou grâce au pouvoir du protagoniste, la clé de l'entrée du métro est juste là, à côté. Évidemment, Prota ne va pas laisser passer cette chance puisque la clé est apparue juste à côté de lui, ou quelqu'un est parti en courant aux toilettes et a laissé la clé là. Bottines stylées, et on entre dans la station de métro. Prota remarque que le métro est complètement vide. Il n'y a personne qui travaille dans le métro, et il dit qu'il semble que la station soit complètement fermée. Prota pense qu'il n'aurait pas dû entrer et essaie de sortir de la station de métro. Il reçoit une alerte indiquant qu'il est entré dans un donjon à la sortie de la station 1, et je ne sais pas comment prononcer ce nom. Soudain, Prota ouvre grand les yeux car un panneau système apparaît devant lui de nulle part. Encore curieux, Prota se demande ce que cela peut être. Il se souvient des filles quand elles ont dit que c'est normal que les soldats soient à l'entrée du donjon pour le protéger. Il réalise alors qu'il est entré dans un donjon. Et Prota reçoit une autre annonce du système lui disant que ce donjon a déjà été terminé. Alors, des monstres de base vont être invoqués. Et il se demande pourquoi il y a des monstres dans le métro. Qu'est-ce qui est arrivé à la Terre ces 5 dernières années, hein? Alors, le Prota essaie de revenir, mais le donjon est déjà bloqué. Il n'y a que 2 moyens de sortir du donjon. Une pierre spéciale de sortie de donjon et la pierre de retour qui est à la fin. Après avoir touché à la porte, le Prota reçoit un message du système disant qu'il ne possède la pierre aucune de jambe. retour est donc la preuve que le Prota a commis une grosse erreur, et il sait que s'il veut partir, il devra nettoyer tout le donjon pour trouver la pierre de retour. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, le Prota entre dans le donjon. Le Prota regarde à l'intérieur du donjon, et on y va. Il regarde dans l'obscurité, et pense que c'est juste son imagination, mais il semble que les monstres vont surgir de nulle part, et que des griffes commencent à venir dans sa direction. Soudain, un monstre apparaît. Un chien de loup, une créature très féroce, fonce sur le Prota, et par pur instinct, il esquive, tandis que le loup aux grandes oreilles continue à grogner vers le Prota. Le protagoniste essaye d'utiliser sa magie de rétention, mais ça échoue, et le chien aux longues oreilles en profite. Le protagoniste semble ne pas avoir appris sa leçon. Même sans magie, il essaie de conjurer un autre sort, et il tente encore. Il esquive encore. Quand le Prota se retrouve face au chien aux grandes oreilles, il décide de mieux examiner la bête. Et il est choqué en réalisant, en regardant plus près, qu'il reconnaît le chien aux grandes oreilles comme le Drebi.
Le Drebbit, plein de fureur, saute sur le Prota une troisième fois. Pendant ce temps, le Prota réfléchit à pourquoi une créature qui devrait être à Alfren est ici sur Terre. Tout à coup, le Prota regarde de côté et dit « Et miraculeusement, il y a là un pied de biche, tout neuf, juste pour le Prota. » Évitant une fois de plus l'attaque du Drebbit, le Prota prend son pied de biche. Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Le Prota a un pied de biche contre un chien aux grandes oreilles. Le protagoniste n'a qu'une idée en tête, tuer ce maudit chien aux grandes oreilles, et la Wow, devenu fou de soif de sang, saute sur le protagoniste. Mais cette fois, le Prota est armé, et avec son pied de biche, il transperce le crâne du Drebbit. Fatalité. Scorpion gagne. Victoire fleur. Avec un air satisfait éclaboussé de sang, le Prota dit qu'il ne peut pas matérialiser de magie, mais qu'un Dreadnought, ce n'est rien pour lui. Mais ce n'est pas fini, de l'ombre, de nouvelles pattes émergent et le Prota se tourne rapidement vers ce qui arrive et se prépare au combat. Sauf que cette fois, ce ne sont pas des Dreadnoughts, mais 4 d'entre eux. Mais pour le Prota, c'est juste un jeu, car ces Dreadnoughts ne sont rien comparés à lui. Le Prota sait que tant que ce ne sont que des Dreadnoughts, il peut s'en occuper très facilement. Mais si notre plus fort se monte, là ça pourrait changer un peu. Après avoir tué le dernier des 4 Dreadnoughts, le Prota a monté de niveau, et il est très surpris par cette nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas. Cependant, c'était attendu, car il est passé du niveau 99 au niveau 1. Et maintenant, on voit l'écran de statut du Prota, et le Prota réalise qu'il est revenu au niveau 1, mais sa force, sa dextérité, sa vitalité, son intelligence, tout reste comme avant. Ses attributs de base n'ont pas été réinitialisés et le Prota a accumulé 99 points de contribution qu'il n'a pas encore utilisés. C'est-à-dire, c'est comme ces jeux où vous recommencez et devenez plus fort pour monter à nouveau. Et sûrement, le Prota deviendra beaucoup plus puissant qu'il ne l'était avant. Et maintenant, comme débutant, le Prota sait qu'il a devant lui un long chemin à parcourir. Et il se rend compte que sa compétence de nécromancien a été transférée, donc il a amené sa compétence de nécromancien dans ce nouveau monde. C'est une évolution. Il est arrivé au niveau 0, a tué 5 petits chiens et est déjà au niveau 1. Alors qu'il va en profiter pour monter en niveau, puisque ces choses du monde alpha avancent à cause de lui. Je regarde son écran de statut, essayant de deviner ce que signifie se transférer devant sa classe de nécromancien. Mais je vous ai déjà dit ce que c'est. Il a amené sa classe de nécromancien du monde alpha, sauf qu'il s'est passé quelque chose d'encore plus fou. En échange de passer du niveau 99 au niveau 1, des points de statut et de compétences ont été créés. Le Prota a reçu un kit de hack complet. Il a reçu des compétences transférées, une boîte de combinaisons d'invocation, et pour finir, il a reçu des magasins de conquête. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allons voir de quoi il s'agit. On voit la boîte d'illumination, qui ressemble beaucoup à cette combinaison dans Minecraft. Ensuite, le Prota ouvre le magasin de conquête, et voit qu'il a 5 points de conquête. Ce magasin n'existait pas pour lui dans Alpha, et il voit que c'est un magasin en ligne, et c'est super génial. Le protagoniste commence à découvrir, et décide quelles sont ses priorités. Il sait qu'il doit acquérir des compétences, c'est sa plus grande priorité. Prota sait que s'il veut trouver la pierre de retour, il a besoin de la compétence recherchée. Et pour affronter les monstres, il a besoin de la compétence détecter, c'est-à-dire invoquer un guerrier squelette. C'est déjà suffisant. Chaque compétence coûte 10 points, et il n'a que 5 points de conquête. Ainsi, chaque créature qu'il tue donne un point de conquête. La méthode, donc, c'est d'utiliser la griffe sur quiconque se trouve devant lui et accumuler des points pour acheter ses premières compétences. Mais d'abord, le Prota décide de distribuer les points qu'il a. Comme il a 99 points, allons les distribuer. Le Prota choisit de distribuer ses points dans les stades de survie de base parce qu'il n'a pas encore de classe. Donc, tous les 99 points ont été distribués. Et maintenant, il ne lui reste plus 0 points. Et aussitôt, il ressent le changement drastique dans son corps et le Prota est impressionné par la force qu'il a maintenant et fait plusieurs tranches dans l'air. Donc, ce pied de biche va être très utile. Le Prota est impatient de détruire des monstres avec son pied de biche. Le protagoniste, c'est le Prota. Le protagoniste a un objectif clair, tuer les monstres pour gagner des points de contre-performance, qui a pour première compétence à choisir la compétence recherche, car avec elle, il peut trouver la pierre de retour. Allons donc commencer à tuer des Drebs pour pouvoir acheter la compétence, avec sa botte élégante, modèle féminin. Le Prota fonce sur les Drebs, mais les Drebs sont aussi très impatients et foncent sur le Prota. Et bien sûr que le Prota va remercier l'ami Drebs d'être venu volontairement à sa mort. En finissant son dernier Drebs, le Prota se sent un peu fatigué, en passant maintenant au niveau 3. Le Prota pense que ces monstres ne vont pas arrêter d'apparaître. Cependant, il est à l'aise en les tuant tous, juste un peu fatigué. Plus de 20 Drebs ont disparu, alors il achète les compétences recherche et détection et commence à les utiliser immédiatement pour tenter de trouver la pierre de retour. Le Prota est déçu, car il n'y a pas de pierre de retour à proximité. Le Prota sait que le seul endroit restant est le sous-sol du métro. En regardant en bas des escaliers, il voit plusieurs petits chiens aux oreilles pointues, et il sait qu'il doit descendre là s'il veut trouver la pierre de retour. Donc, le Prota sait qu'il ne peut pas les affronter seul directement, car ils sont nombreux.
Alors, avec une expression glissante, notre nécromancien décide de montrer quel est son véritable style. Et il achète le livre de compétences Invoquer soldat squelette. Le prota peut commander jusqu'à 9 soldats. Pour invoquer un soldat squelettique, il a besoin d'un corps. Donc, il va avoir besoin d'un corps. Alors, chaque corps de Dravid peut devenir un soldat squelette. Et maintenant, le dessinateur a oublié qu'il avait mis 10 points en mana et 9 en contrôle, et décide de mettre 5 dans chacun. Après cela, le Dravid va faire ce qui suit. Le prota regarde les corps des Dravides morts et utilise la phrase fétiche de tout invocateur, « Levez-vous ». Rien de tel qu'un nécromancien sans nécromancien. Alors le prota commence à sourire, car il sait que maintenant, ce ne sera pas seulement lui, ce sera lui plus 5. Alors, allons à la première chasse. Après tout ce temps, le prota ordonne aux squelettes d'avancer, et il suit, utilisant ses squelettes comme bouclier. Et le Dravide tombe parfaitement dans le piège du prota, et saute sur le premier squelette pour le détruire. Cependant, les squelettes sont de niveau 1, et ont du mal à combattre les Dravides. Le prota observe comment les Dravides détruisent facilement ses squelettes. Cependant, il a juste besoin que ces squelettes servent de bouclier pour lui, car le reste il le fera. Le prota réussit. Le protagoniste a déjà affronté plusieurs fois ces Dravides, et sait que leur première attaque est la plus mortelle. Alors, après cette attaque initiale, le prota profite de l'ouverture pour facilement en tuer 2 d'un coup. Ensuite, il utilise ses 2 corps pour lui-même. Il invoque alors 2 nouveaux squelettes. Il en a donc 6 maintenant, dont un manchot. Ah là-bas, le manchot est à l'arrière. Comme les petits chiens ne réfléchissent pas, ils se jettent sur les squelettes. Ensuite, le prota utilise sa stratégie bien connue. Il se sert de ses squelettes pour bloquer la première attaque des Dravides. Puis il les tue tous et invoque à nouveau plus de squelettes. Il ne peut pas perdre, car c'est vraiment un gros avantage. Il y a déjà 9 squelettes. Maintenant qu'il a tué tous les Dravides, il utilise sa compétence pour chercher la peau du retour. Et il la trouve tout près de lui. La scène change et montre la sortie de cette donjon, et on voit un type revenir des toilettes. C'est le gardien qui a oublié la clé que le prota a récupérée. Rien de tel qu'une bonne pause d'une demi-heure. Le figurant constipé observe que le cadenas de la porte du donjon est ouvert et il panique, se demandant ce qui s'est passé. Il en conclut que personne ne l'a vu entrer dans le donjon. Et le constipé sait que ça va mal finir pour lui, car il a manqué à son devoir. Il est parti de devant la porte du donjon. Le constipé commence à appeler ses supérieurs pour demander de l'aide. Surgit, Soudainement, le portail de retour du donjon commence à s'ouvrir et le constipé est effrayé par le protagoniste qui sort du portail. Ne sachant pas ce qui se passe, le protagoniste commence à marcher vers le constipé et le constipé lui demande s'il est un éveillé. Le prota dit qu'il ne sait pas ce qu'est un éveillé, donne son nom au constipé, ouvre la porte et part. La scène change pour une ruelle à la sortie d'un autre donjon et on voit une personne, un sac plein de pierres de sang. Et il dit que la récolte d'aujourd'hui a été très bonne, car il est entré clandestinement dans un donjon. Cet aventurier sait qu'il devrait d'abord s'inscrire pour entrer dans un donjon, parce que les guildes qui possèdent les donjons facturent des taxes très élevées. Donc, il se croit très malin, car il pénètre dans le donjon qu'il veut, sans s'inscrire, et ensuite il vend les pierres de sang au marché noir. Et ces pierres de sang que le constipé valent 4 fois plus sur le marché noir. Et cet aventurier, qui ne veut pas donner son nom, dit qu'il n'y a que les idiots qui vendent les pierres sur le marché normal. Soudain, il entend une voix l'appeler un rat de Sensord. Quelqu'un lui demande combien il a volé en faisant ça. C'est une femme qui lui parle, mais elle est partiellement dans l'ombre et il ne peut pas la voir. Il demande qui elle est et une magnifique femme apparaît, demandant « Tu veux savoir qui ?» C'est une magnifique rousse qui dit être la faucheuse venue l'emmener à la mort. Waouh, quel beau dessin, hein? Et, petit joyau, détourne les yeux. Cette femme est la capitaine de l'équipe Oiseau Écarlate, compris? Je vais l'appeler Yvonne, ce sera plus simple. J'espère me souvenir de ce nom, Yvonne. Yvonne, belle et délicieuse, demande à l'aventurier comment il ose voler des pierres à sa guilde. Et elle lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir mourir. Voilà l'aventurier. L'aventurier reconnaît Yvonne et dit qu'il sait qu'elle fait partie de la guilde Varang. Intéressant, dans l'œuvre précédente, il y avait aussi Varang. Maintenant, il y a une guilde Varang. Le petit voleur connaît Yvonne et sait qu'elle est une mégère qui adore tuer. Yvonne dit au voleur que puisqu'il la connaît, il ferait mieux de venir sans résistance, et calmement, style. Mais le voleur qu'il est aime toujours courir, non? Alors il prépare un sort pour l'envoyer sur Yvonne, et après avoir lancé son sort vers elle, il dit qu'il n'est pas idiot d'aller sans combattre, et lance plusieurs pieux de glace dans sa direction. Yvonne ne perd rien de sa beauté, et parvient à esquiver très facilement. Le gars, qui est très en colère, est déjà au coin de la rue, en train de courir. Mais Yvonne est un monstre de femme avec une hyper vitesse. Et elle dit au petit voleur que s'il veut mourir, alors qu'il meurt. Et elle le découpe avec son épée, le taillant en pièces, et Yvonne dit au mourant qu'il aurait dû venir calmement quand elle lui a demandé. Alors, elle récupère le butin, le téléphone portable de la belle Yvonne sonne, et quelqu'un veut savoir si la guilde a autorisé quelqu'un à entrer sans s'enregistrer, et on lui dit que non. Le mourant demande une confirmation personnelle, tandis que notre héros est à l'arrêt de bus, réfléchissant au numéro de bus qu'il doit prendre pour rentrer chez lui.
Yvonne pense aussi à lui, se demandant qui était le rat qui a osé envahir le donjon de sa guilde. La scène change. Et nous voyons le héros arriver en bus, là où serait sa maison, toujours avec ses petites bottines chic pour femme, il marche flou vers chez lui. Sur le chemin, il pense que donjon ou non, monstre ou non, ce n'est pas le monde qu'il connaissait il y a 5 ans. Que diable s'est-il passé dans le monde ces 5 dernières années où je n'étais pas là, et ainsi passe le héros. Le héros marche vers chez lui, et espère que rien de mal ne soit arrivé à sa famille. Lorsqu'il arrive devant chez lui, il est très surpris, car il sait qu'il ne s'est pas trompé d'endroit. Mais où est sa maison? Il reste là, désespéré et affamé. Lorsqu'il atteint un immense immeuble, en 5 ans, beaucoup de choses ont changé. Et il est surpris, car ils ont construit un très grand immeuble en 5 ans, là où se trouvait sa maison. Et il se demande si sa famille est ailleurs, ou ici. L'après-midi tombait déjà, et il était trop fatigué pour essayer de retrouver sa famille, ce jour-là. Soudain, son estomac gronde, et il se rend compte que son estomac n'avait rien mangé. Et il a mangé des nouilles instantanées toute la journée et n'a rien mangé d'autre. Alors, il est allé dans un fast-food appelé Nice to Go, et a mangé ses nouilles. Ça donne envie de manger des nouilles chaudes maintenant, hein? Il dévore ses nouilles avec plaisir, car cela faisait 20 ans qu'il n'en avait pas mangé, ou quelque chose qui lui rappelle la terre. Et après qu'il ait mangé ses nouilles, tout ce qu'il mangeait, c'était des nouilles. Et il a bu un Coca-Cola, là il est sûr qu'il est de retour sur terre. Plata réalise qu'il est presque à court d'argent, et dit qu'il ne veut pas aller au sauna, et qu'il n'a pas assez d'argent pour un cybercafé. Alors, il regarde le plateau du repas, et il se rend compte qu'il va devoir camper dans le métro, sauf qu'il se souvient soudain qu'il ne pourra même pas camper dans le métro, car toutes les stations de métro sont devenues des donjons. Tout à coup, la force du protagonisme entre à nouveau en action. Pendant ce temps, Plata se lamente, disant qu'il n'a même pas d'argent pour acheter un dîner, et qu'il n'a que de quoi se payer 1 million de réés. La scène change pour Jaimino. Il repense à Plata, qui lui demandait de l'argent, et trouve qu'il y avait quelque chose de louche avec ce gars-là. Ainsi, Jaimino entre dans une cafétéria qui, par une coïncidence du destin ou grâce à la force du protagonisme, est celle où se trouve Plata. Jaimino, en réalisant que ce fou est là, tombe à terre. Et Plata réalise que c'est son jour de chance, car sa banque ambulante vient d'arriver. Jaimino, tout tremblant, il se dit qu'il a dû faire quelque chose de mal pour croiser ce type 2 fois le même jour. Alors, Jaimino tourne le dos pour partir. Plata se lève rapidement, l'attrape par derrière et dit que Jaimino arrive au moment parfait, car il était sur le point de l'appeler, sachant que son ami Jaimino ne le laisserait jamais tomber. Et Jaimino ne répond pas. Jaimino, qui n'est pas du tout intime avec lui, demande ce qu'il veut. Plata demande si ses parents sont à la maison, et Jaimino demande pourquoi il veut savoir ça. Plata dit qu'il doit leur dire qu'il s'est fait tabasser par 4 personnes. Tout à coup, Jaimino lui dit que ses parents sont morts. Plata, après avoir entendu cela, dit « Ah, c'est une bonne chose ». Il ne finit pas sa phrase, puis, se reprenant, dit « Quel dommage, quel dommage, quel dommage ». Plata, regardant Jaimino, lui demande s'il vit seul. Plata ne veut même pas connaître la réponse et dit « Allez, on y va ». Jaimino, sans comprendre, demande où. Plata, très culotté et envahissant, dit que c'est chez lui, bien sûr. Plata dit qu'il ne va pas rester chez lui sans payer, et tend les 3 dernières pièces à Jaimino. Jaimino refuse de rester gratuit. Jaimino regarde ça, incrédule, et dit à Plata « Attends, ce n'est pas l'argent que tu as pris ». Jaimino n'avait même pas fini de dire prix. Alors qu'un Puyo passe à toute vitesse à côté de lui, il reste sous le choc, immobile. Évidemment, c'était Plata. Et il dit qu'il a vu une mouche, montrant la mouche qu'il a attrapée à côté de la tête de Jaimino. Jaimino, pressé par Prota, ne voit pas d'autre issue et emmène Prota chez lui. La scène change pour le lendemain, à l'école où Prota étudiait, et nous voyons la scène où Prota discute avec son ancien professeur. Le professeur, en regardant Prota, est très surpris qu'il soit en vie, car tout le monde pensait qu'il était mort. Le professeur, en regardant Prota, est très surpris qu'il soit en vie, car tout le monde pensait... Prota dit au professeur qu'il a quelques affaires à régler et demande s'il peut jeter un coup d'œil au dossier des élèves. La scène passe au 2e étage, salle 3, ou au 3e étage, salle 2, où l'on voit Jaimino Sac de Frappe discuter avec une jolie fille. Et toi, Petito, toi, Petigno, qui apparemment est dans la même classe que lui, regarde avec un air de colère. Qui frappe oublie, mais qui se fait frapper n'oublie pas. Toi, Petigno, tu n'as pas oublié la raclée que tu as reçue de la défaite suprême. Toi, Petigno, il arrive brutalement et demande à la jolie fille qui parlait avec Jaimino de partir, car il doit lui parler. En serrant Jaimino dans ses bras avec affection, tout Petigno appelle Jaimino un petit idiot et lui dit qu'il a eu beaucoup de chance hier, car ce fou est apparu de nulle part et lui a sauvé la mise. Et dit qu'ils vont finir la conversation d'hier et Jaimino, comme un punching ball idiot, veut juste se faire massacrer en silence sans rien dire à personne et lui dit de ne pas faire d'histoire dans la salle qu'il va retrouver tout Petigno. À ce moment-là, tout Petigno devient très furieux et demande comment ça ne pas faire d'histoire. Tout le monde dans la salle commence à entendre tout Petigno crier sur Jaimino.
Jaimim, qui avait déjà perdu tout courage de se battre, a été attrapé par les cheveux par Toupetigno, qui dit qu'il n'a toujours pas compris la situation dans laquelle il est et que cette fois-ci, il va lui casser quelques côtes quand soudain quelqu'un arrive à la porte et leur ordonne d'arrêter immédiatement. Le prota dit qu'il est arrivé à un excellent moment. Toupetigno est très en colère et plein de courage. On peut voir qu'il ne sait même pas quel camion l'a frappé. Le prota ne sait même pas quel camion l'a frappé. Le prota ordonne à tous les voyous de le suivre. Le voyou est revenu parce qu'il n'a reçu qu'un léger coup et ne sait même pas ce qui va se passer après ça. Maintenant, si le prota est détruit, que va-t-il se passer? Autant lui que son envie de se battre, alors là, il ne se battrait plus jamais. Mais ça, le prota va l'enseigner dans cette œuvre et vous verrez qu'il va anéantir beaucoup de volonté de se battre. La scène change vers le toit de l'école et il y a plusieurs figurants qui regardent juste, bien qu'il y ait deux figurants là qui ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils se demandent pourquoi un gars tout seul a cherché querelle avec la bande de Toupetigno. Et Jaimino se demande ce que cette personne fait ici, à l'école. Pendant ce temps, le prota va se battre. Ensuite, nous voyons la scène hilarante du prota esquivant les coups de Toupetigno. Et Toupetigno, qui n'a toujours pas pris conscience, continue de dire au rat du prota d'arrêter d'esquiver ses coups. Et le prota pense qu'en Alphe ou sur Terre, des gens comme Toupetigno existeront toujours partout. Des gens qui se vantent s'ils ont de l'influence ou du pouvoir. Et Toupetigno est là, donnant tout pour essayer de toucher le prota. Mais il ne s'essouffle même pas. Le prota sait que Toupetigno agit comme si tout cela le concernait dans une bagarre sans connaître sa véritable place. Et ça fait penser au prota à un gars nommé Cassis de l'Union d'Alphine. C'était ce masque blond, c'était lui. Et avec ses ongles qu'il ne coupe jamais, ses ongles affreux, hein, regarde ses ongles, regarde. Je vais faire tant de gros plans sur ses ongles. Vous savez pourquoi il ne montre pas l'autre main, hein? Parce qu'il s'est cassé un ongle. Alors il devait couper les autres ongles de cette main-là, alors il ne montre pas l'autre main. Cassis était le nécromancien du massacre, c'était un faucheur d'âmes immoral. Mais Cassis a fait une chose de mal. Il a convoité le territoire du prota, et il a tout fait pour allier l'Union contre le prota. Retournant du déjà vu ou déjà vu, nous voyons de près, nous avons tous été là-bas. Du près, Kikatnosar, Piquet, il crie à sa bande, « Et vous là, combien de temps allez-vous rester là sans rien faire? Venez et attaquez ce censuré. » Et le prota dit qu'il n'y a qu'une façon de gérer des gens comme ça. Pendant ce temps, je vais dire adieu. Pendant ce temps, tous les quatre avancent sur la sandale du prota. Et le prota, comment est-il? Un sourire sur le visage, une sandale qui gêne beaucoup pour se battre aux pieds, ou inscrit. Un conseil pour toi, si un jour tu te retrouves dans une bagarre, ne va pas avec ces sandales-là, d'accord? Reste pieds nus, sinon tu vas perdre. Et ainsi, le prota, qui est presque Sun Tzu, explique que tu dois rendre ce que les gens t'ont fait 10 fois pire. Et avec une force écrasante, rien de moins que ça. Enfin, alors, c'est le moment de la gifle, et le prota commence à distribuer des gifles. Il se provoque d'abord. Le prota ne les frappe pas juste parce qu'il est super fort. S'il frappait chacun d'eux, il mourrait. Donc, c'est vraiment des gifles humiliantes. Et on voit que le gros bras, avec la mèche, tremble de peur. Le prota lui dit de venir, de ne pas rester planté là. Il ne voulait pas qu'il réagisse, mais maintenant il réagit. Le gaz à la mèche est très énervé et prépare un gros coup. Après, vu que ça n'a été que de la baston, ils sont tous à terre, en train de gémir. Tu vois? Et le prota les traite de déchets. Il dit qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils font juste beaucoup de bruit quand ils se font battre. Et il leur dit de gémir plus doucement. Soudain, le sixième sens du prota commence à vibrer. Ou c'est juste le scénario. Un taxi s'arrête devant l'école. Il est très surpris de voir qui en sort. Et on nous montre une dame d'âge moyen qui se dirige en toute hâte vers l'école. Et le prota la reconnaît tout de suite. Elle l'appelle maman. C'est la scène la plus émouvante que vous puissiez voir à Bumala. Une mère qui pensait que son fils était mort et qui le retrouve vivant après qu'il soit mort. Après tant d'années, la mère du prota fond en larmes. Et lui aussi est très ému. Mais il ne verse pas une seule larme. Je pense qu'il aura besoin d'un psy. Bon, c'est la nouvelle œuvre de la chaîne. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à laisser un like. Selon les mots de sa mère, peu de temps après sa disparition il y a 5 ans, les éclosions de donjons ont commencé partout dans le monde, transformant toutes les stations de métro en donjons en même temps. Et elle lui annonce que son père est décédé après avoir été pris lors de l'éclosion des donjons. Son père rentrait du travail et a été tué par un monstre. Ainsi, sa mère a dû vivre seule tout en s'occupant de sa propre mère et de sa petite sœur. Et elle continue d'expliquer que leur famille n'avait pas beaucoup d'argent. Après que sa sœur cadette soit tombée malade, les finances qu'ils avaient en réserve se sont rapidement épuisées. Elle a donc dû vendre la maison et louer ce petit appartement pour couvrir le traitement de sa sœur. Mais grâce à Dieu, maintenant sa sœur va très bien. Elle est en vie.
Après le jour de l'éclosion des donjons, chaque jour n'était que douleur et souffrance. Ensuite, la mère du protagoniste dit qu'elle va à la crèche chercher sa petite sœur et lui dit de ne pas aller nulle part. Si c'était mon fils, je l'emmènerais avec moi à la crèche, sans hésiter. 5 ans sans le voir, je l'emmènerais avec moi. Et le protagoniste est bien vivant. Il reste là à observer où vit sa mère et on nous montre le petit appartement où elle vit avec sa petite sœur. Il n'y a que ça et la salle de bain. Le prota pense qu'il peut sentir juste en regardant combien sa mère a du mal à être responsable seule de toute la famille. Cette chambre était vraiment trop petite pour que toute la famille y dorme. Et le prota reste vivant et le prota regarde des boîtes fermées sur le mur. Et il y avait beaucoup de boîtes. Elles occupaient tout un mur. Lorsqu'il ouvre pour voir ce que c'est, il y avait beaucoup de ses affaires et de celles de son père. Ces choses, sa mère ne pouvait pas les jeter. Et le prota sait très bien ce que c'est. Si ta mère ne jetait pas tout ça à la poubelle, ce serait comme si elle se débarrassait de tous les souvenirs du fils, du mari et du prota. Il a le cœur brisé. Finalement, sa mère arrive avec sa petite sœur et la mère dit à la petite Sua de dire bonjour à son grand frère. Sa sœur, très timide, dit bonjour à son frère. Lui, bien sûr, prend une tête de frère idiot et heureux. Le prota met la main sur sa tête et dit « Sua, tu as tellement grandi, tu te souviens de moi. » Le prota dit qu'il échangeait souvent les mots de sa sœur quand elle était petite. Sa petite sœur, avec un air fâché, dit qu'elle ne fait plus pipi au lit. La mère laisse la petite Sua jouer avec son frère. Pendant ce temps, elle va préparer un délicieux repas pour eux deux. Et la petite demande si maman ne va pas au restaurant aujourd'hui. Et la mère répond que non. Aujourd'hui, c'est son jour de repos. Le prota. Il n'a jamais ressenti autant de joie. La nuit tombe et tout le monde se prépare à dormir. Lumière éteinte, mère et fille dorment, mais le protagoniste n'arrive pas à fermer l'œil. Il n'arrive pas à dormir. Il réfléchit à ce qui s'est passé il y a 20 ans, lorsqu'il a été invoqué à Alphen sans raison apparente. Alphen était un monde ressemblant à un jeu vidéo et le protagoniste a dû se battre plus courageusement que quiconque. Il se battait de toutes les manières possibles pour obtenir la victoire et survivre face aux monstres féroces et à tous les êtres d'Alphen. Après de nombreux combats, il a découvert qu'il n'était pas un monstre. Le prota a réussi à devenir un nécromancien de niveau maximal, et il avait un territoire à lui, où il contrôlait tout, la vie et la mort. Mais quelque chose s'est produit, il n'arrivait pas à voir la fin de son parcours. Soudainement, l'administrateur dimensionnel convoque le prota et lui demande s'il veut retourner sur sa planète. Et lui, sans aucun attachement, dit oui et est retourné instantanément sur Terre. Et le prota est juste resté là. Il est resté en vie, avec l'espoir de revenir sur Terre et de revoir sa famille. Il souhaitait simplement retrouver un bonheur normal, comme celui qu'il avait ici sur Terre. Cependant, la terre sur laquelle il est revenu avait beaucoup changé, et son père, à cause de ce changement, est finalement mort, et sa famille était blessée et abandonnée. Alors, le protagoniste a été tué, comme il se doit, déterminé à gagner de l'argent pour améliorer la vie de sa famille. Il se dit que ça ne devrait pas être trop compliqué, étant donné qu'il a survécu à Alfheim, un monde où seuls les plus forts survivent. Pour sa famille, il promet de changer les choses. Le jour suivant, le prota est assis, avec ses chaussures stylées ou ses sandales, regardant sur le téléphone que sa mère lui a donné, et il commence à rechercher sur les éveillés, car il se souvient du type dans le métro, qui lui a demandé s'il était un despertado. Le prota se souvient de la conversation qu'il avait eue avec le froussard. Le froussard a dit qu'il était mort de peur, pensant qu'une personne normale était entrée dans le donjon. Le froussard lui demande pourquoi il est entré dans une mine fermée. Cette mine ne donne même pas de pierre de sang, elle ne donne rien. Puis, on voit que le froussard a fait remplir au prota un formulaire d'entrée, et le prota devient pensif. En réfléchissant à comment gagner de l'argent, le prota découvre qu'il est un despertado. Alors il va se concentrer là-dessus pour gagner de l'argent. Pourquoi? Pour le simple besoin du scénario, le prota envoie un message à sa mère. Car aucune mère ne laisserait son fils sortir après ça. Le prota envoie un message à sa mère pour lui dire qu'il y a un gars qui vit seul près d'ici et qu'il va habiter chez lui pendant qu'il se prépare pour l'examen de l'éveillé. Dans son esprit, le prota ne veut pas être un fardeau pour sa mère. Et ainsi, il part. Promettre de réussir à gagner de l'argent pour lui apporter un peu de paix. Le prota, en regardant le monde à travers son téléphone, commence à dire qu'il est désolé de déranger cette personne, mais qu'il a l'intention de la rembourser plus tard. Et la personne qui répond dit ceci: cette entreprise de pompes funèbres va avec Dieu. Voulez-vous acheter un cercueil ou un service complet? Le prota ne comprend pas. Les pompes funèbres va avec Dieu? Comment ça? Le papier, il regarde le téléphone. Regarde le papier, regarde le téléphone, et ils sont identiques. Et la personne est là: allô, allô, pompe funèbre, va avec Dieu, parlez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le prota dit innocemment: je veux parler à Jaimino. Et le gars, déjà impatient, répond: Jairminho, il n'y a pas de Jairminho ici, d'accord? Si tu ne veux pas acheter notre service, raccroche le téléphone. Bien sûr que Jairminho ne lui a pas donné le bon numéro. Il n'allait pas donner le bon numéro à ce gars qu'il connaît à peine. Et ce gars, il ne va pas donner son nom. Je suis fatigué de l'appeler Guy. Le gars commence à traiter Jairminho de salaud car il lui a donné un mauvais numéro. La nuit tombe. Nous voyons un appartement très joli. C'est la maison de Jairminho. Il est en train de rentrer chez lui. Jairminho se dit qu'il n'a pas pu remercier Prota pour l'avoir sauvé 2 fois. Et après ça, Hugo, Astas, Dedezi, tous passa, et ça, papé.
Tupétia et sa bande ne l'ont plus jamais approché. Jairminio pense que le prota semblait psychopathe, mais il n'est certainement pas un mauvais gars. Et Jairminio parie qu'il a dû réussir à parler avec sa mère. Serrure électronique, Jairminio tape son code et entre. Jairminio entre l'esprit tranquille. Quand tout à coup, le prota est chez lui, et le prota dit « Salut Jairminio, comment ça va ?» Jairminio est très surpris et ne comprend pas ce qui se passe, et il demande, furieux, « Comment es-tu entré chez moi ?» Il a répondu, grâce au code, « Bien sûr, je t'ai vu entrer le code. » Et Jairminio, que c'est un éveillé. Et Jairminio est très surpris, écrit, « Tu es un éveillé. » Et continue à réfléchir, en se disant que ce n'est pas une surprise, vu que le prota était très fort. Et Jairminio se demande pourquoi il n'y avait pas pensé plus tôt. Le prota continue à manger. Les éveillés gagnent beaucoup d'argent, pas vrai? Jairminio répond que oui, mais cela dépend beaucoup des donjons. Alors, le prota demande à Jairminio d'expliquer ce qu'il sait sur les donjons et les éveillés. Et Jairminio, « Tu es un éveillé, c'est Okurison Iwosamo Palace. » Hachol, tu as vu Et comment... commença à penser que cela n'était pas surprenant, sachant que le prota était très fort. Et Jairminio se demande pourquoi il n'y avait pas pensé avant. Le prota a-t-il Au continué à moins, toute manger? la nourriture est déjà... à Les moi. éveillés gagnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Jairminio répond que oui, mais cela dépend beaucoup des donjons. Alors, le prota demande à Jairminio d'expliquer ce qu'il sait sur les donjons et sur les éveillés. Et Jairminio dit qu'il doit s'inscrire en tant que réveillé à l'association et qu'après l'inscription, il doit rejoindre une guilde et qu'ensuite seulement, il peut s'aventurer dans les donjons. Jairminio informe qu'il y a aussi l'option d'être employé par l'association ou par le département d'administration. Et le prota, ça c'est facile, ça cause pas ce pas. Il dit qu'il ne gagnerait pas plus d'argent s'il nettoyait les donjons tout seul. Et Jairminio répond que c'est vrai, mais que c'est très dangereux. Alors, la meilleure option est de rejoindre une guilde avant d'entrer dans le donjon. Le prota, tu dois te joindre à une équipe avant d'entrer dans un donjon. Et Jairminio répond. Jairminio explique que les donjons sont très dangereux. Beaucoup de gens y perdent leur vie. Jairminio demande à Prota de télécharger une application sur son téléphone. Et Prota demande « C'est quoi une application ?» Jairminio préfère ne pas expliquer. Il prend le téléphone de Prota et télécharge l'application pour lui. « Regarde ce que je fais pour toi. » Jairminio est très surpris. Et il dit que son téléphone est très ancien et très lent. Jairminio parie que ce téléphone appartient à sa mère ou à sa sœur. Par hasard, tu as acheté ce téléphone en pensant qu'il était neuf. Et le Prota reste sans réponse, affichant juste un visage très en colère. As-tu acheté ce téléphone comme s'il était neuf? Et le prota ne répond pas, il affiche juste une expression de colère intense. Flûte. Te souviens-tu de ce vendeur sournois et souriant qui m'a vendu ce téléphone comme s'il s'agissait de la dernière nouveauté? Le prota pense à une seule chose, se débarrasser de ce vendeur odieux. Déjà, à Migno, après avoir tant râlé, il réussit à installer l'application sur le téléphone du prota. Voir les informations sur les donjons, programmer et voir leurs emplacements. Et le prota dit qu'il va maintenant pouvoir localiser le donjon et le nettoyer tout seul. Puis Jairminio précise pour la deuxième ou troisième fois qu'il doit d'abord se classer comme un éveillé. Il rappelle une fois de plus que les donjons sont des lieux très dangereux. S'il y entre sans aucune préparation, il pourrait mourir. Le prota interrompt la séquence d'explication de Jairminio et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il y a une taxe d'entrée pour les donjons. Jairminio répond que oui, que la taxe minimale pour entrer dans un donjon est de 36 réais et qu'elle varie de 36 réais à 460 réais. Le prota dit que oui. Regarde, quelle masmorage est la moins chère et demande à Jairminio « Jairminio, tu pourrais me prêter de l'argent ?» Et si Jairminio répond « Je réfléchis, car un fils barbu a un chat, c'est certain qu'il mourrait. » Le lendemain, au département de contrôle et réveil, bien sûr que je sais lire le coréen, la façade indique département de contrôle et réveil. Fais-moi confiance. Le prota se présente et va dans la salle d'examen de réveil. De nombreuses personnes observent le prota et il commence à dégager une aura noire très sinistre. Et tout le monde est stupéfait en voyant cette aura noire, sans savoir ce qui se passe. Même le type derrière semble surpris. Je ne sais pas pourquoi. Et le prota, Ina o sa ta. Le protagoniste, avec son air de héros, commence son invocation. Nous voyons un lapin très mignon et adorable mort sur le sol, et le protagoniste dit « Lève-toi » et soudain, un nécromancien invoque son squelette combattant, et un squelette sinistre commence à apparaître à l'endroit où se trouve le corps du lapin. Tous les spectateurs restent bouche bée. Je parie que vous vous demandez pourquoi c'est un squelette de lapin. Alors, voici l'explication du père. Il utilise les corps comme sacrifice pour invoquer ses squelettes depuis le monde souterrain. Tout corps qu'il invoque, même celui d'un éléphant, se transforme en squelette car il ne sert qu'au rituel de sacrifice. Et il sort un squelette niveau 1, avec un statut de niveau 1 lui-même. Il est tout content et fier de lui car son invocation était parfaite. Il a invoqué son squelette combattant et le guerrier squelette a déjà un os en guise d'épée à la main, sûrement très aiguisé. Le squelette du prota, niveau 1, est très imposant avec ses yeux brillants et le spécialiste dit « Et un figurant est très surpris car c'est la première fois qu'il voit un nécromancien de près. Allez, maintenant, je veux voir ta puissance. Détruis ce gobelin. »
Et le prota est très surpris en voyant un hologramme de gobelin, et il reste à observer. Réfléchissant à la manière dont il va faire attaquer son squelette, un hologramme, il dit à son soldat squelette de montrer sa force et d'attaquer cet hologramme. Le squelette, avec toute la fureur dans les yeux, se lance à toute vitesse vers cet hologramme et le traverse, puisqu'il n'a rien vu. L'examinateur, en voyant cette scène, lui T'es dit, un rang F, un foutu rang F. le prota ne comprend pas et reçoit sa carte de rang F. Le protagoniste, qui ne connaît rien à propos des classifications de rang, demande si le rang F est un rang très élevé et on lui explique « Oh, il y a deux façons d'expliquer. Laquelle tu veux? La plus facile ou la plus difficile ?» Le prota dit « Dis la plus difficile. Tu n'as pas ton équipe préférée qui joue dans la ligue brésilienne? » Le prota dit « Si, et alors? » Ainsi, tu prends le classement, tu le retournes et ton équipe se retrouve en tête. Et le prota dit « Hein? Quoi? » Il dit « Le rang F est le rang le plus bas qui existe. Donc, c'est plus simple. Alors, tu es du rang le plus bas. Le squelette que tu as invoqué, il est aussi de rang très bas. Donc, tu mérites le rang F. Et l'examinateur lui dit de ne pas être trop triste, car sa compétence est spéciale. Il va donc faire une grande différence dans une équipe. Et le prota, il pense que le rang n'importe pas, car il veut seulement entrer dans un donjon. Et maintenant, finalement, on nous montre le nom du prota. Kang Moon-jin, nous l'appellerons Kang. La scène change pour la sortie 7 de la station de métro et le prota regarde un donjon de 2 étoiles. On voit le prota dire que ce donjon devrait être très bon, car celui dans lequel il était entré par erreur était de niveau 1. Et il a réussi à faire cela sans difficulté. Tout à coup, un éveillé apparaît près du prota, lui demandant s'il est seul et lui propose de se joindre à son groupe. Il dit qu'ils sont 7 dans le groupe et qu'il y a une place libre et que si le prota le souhaite, elle peut être la sienne. Le prota répond qu'il va bien et qu'il entrera seul. Pourquoi tu gaspillerais l'argent de la taxe d'entrée comme ça? Il y a un temps limite pour rester à l'intérieur du donjon et aussi une limite au nombre de pierres de sang que vous pouvez extraire seul. Le chef de ce groupe demande à Kang s'il est un nouveau mineur et demande quel est le rang du prota. Kang répond qu'il est de rang F. Le chef du groupe se présente comme Bai Dosso et nous l'appellerons Dosso. Dosso dit au prota qu'il semble être venu ici sans information et sans rien planifier et lui suggère de rejoindre le groupe pour apprendre en lui promettant sa sécurité. Ensuite, nous voyons un premier groupe entrer dans le donjon. Alors, le groupe du prota attend dehors. Et oui, le prota a décidé d'entrer avec le groupe, car le droit d'entrer dans une mine de 2 étoiles seul coûte 27 000 ré. Alors, puisqu'il n'a pas tout l'argent nécessaire, qu'on entend la vie dans un donjon, du coup, les bâtiments dans les personnes, expliquant dans le sol et doivent payer des gâtés. Alors, comme pour le compte de choses, ce donjon est différent d'un groupe indépendant que lorsque 8 personnes entrent dans une donjon, le coût est partagé entre 8 personnes. Et s'il entre seul, il devra payer le montant total. Donc, comme le prota connaît peu de choses sur une donjon, il décide d'entrer en groupe pour apprendre le plus possible. Une personne en sweat à capuche, bien armée n'est-ce pas, met un sweat à capuche pour entrer dans la donjon. Il commence à engager la conversation avec le prota, qui dit que c'est très stressant d'entrer dans une dungeon. Et Kang, qui est très sérieux, déclare qu'un homme ne doit pas montrer de nervosité, même s'il est très nerveux. Et le gars en sweat commence à sourire et dit qu'il est très confiant, mais son nom est montré. Kang Sungo, rang F, utilisateur de la capacité de création de boules de feu. Je pense qu'il connaît la petite chanson, parce que s'il ne la connaît pas, je vais la lui apprendre plus tard. Et nous l'appellerons Sunga, et le voici qui arrive. Nous avons vu que Sunga a été invité à rejoindre le groupe. Sunga explique au prota qu'il s'est éveillé il y a 2 mois. Après cela, il a quitté l'école pour travailler officiellement comme éveillé. Moment plus tard, tout le monde est très surpris car le groupe qui était entré auparavant est sorti en très mauvais état et l'un d'entre eux était aidé par les autres. Et Sunga conclut rapidement qu'il y a eu un accident dans ce donjon. Les membres du groupe ont été envoyés à la salle, avec beaucoup de colère sur le visage. Ils criaient après le portier de la donjon, disant qu'un lutin était apparu et que cela n'avait aucun sens. Il ne devait pas y avoir de lutin dans cette donjon et qu'ils voulaient récupérer l'argent de l'entrée. L'homme observe à distance la situation et sait qu'il ne sert à rien de crier, car ils ne récupéreront pas leur argent. Et il explique en bon vétéran que parfois des monstres apparaissent et ne figurent pas dans les informations publiques de la dungeon. Il explique qu'un nain est un monstre à 2 étoiles, mais qu'avec quelques astuces, il est possible de le vaincre. Après cela, ils viennent de l'extérieur. Après cela, sans beaucoup tarder, le groupe des adultes se prépare à entrer dans la donjon et on nous montre l'intérieur de la donjon. C'est une station de métro abandonnée, sans personne aux alentours. Mais à ce moment-là, apparaissent 3 gobelins furieux. Je voudrais bien voir cet homme. Le gobelin Slayer dans cette donjon. Notre ami Sunga prend les devants et lance une boule de feu. Apparemment, il ne connaît pas la chanson. La boule de feu tombe près des créatures et commence à les brûler. Drosso enchaîne avec sa magie et utilise incendier. Drosso adore enflammer les yeux des créatures et il embrase les yeux des gobelins. Le guerrier fonce sur eux et l'archer ou l'archère, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, n'hésitez pas à me le dire,
fait sa part en tirant des flèches sur Vous eux. faites attention à ma petite voix. Peu exagéré pour tuer 3 gobelins, n'est-ce pas? Il y a du feu, des explosions, des flèches et même un guerrier qui tranche les gobelins en deux avec facilité. On voit aussi le squelette du prota qui enfonce une épée dans le torse du gobelin. L'un des figurants dit que les boules de feu de Sunga sont très puissantes et prétend qu'il est l'un des plus puissants au monde. Donc je pense que c'est évident que ce squelette est plus fort, car il a développé beaucoup de compétences pour augmenter le niveau du squelette, et cela en valait la peine puisque ce n'est plus un squelette de niveau 1. Il est évident que ce squelette est devenu plus fort, puisqu'il a développé beaucoup de points de compétences pour augmenter le niveau du squelette, et ça valait le coup, hein? Maintenant, ce n'est plus un squelette de niveau 1. Et il commence l'extraction des pierres de sang. 2 gobelins sont extraits, et Dosso est très content, car les pierres de sang de donjon 2 étoiles sont excellentes, et ont un taux de chute très élevé. Il dit qu'avec des pierres de sang de cette taille, il pourra les vendre pour 20 billets, et le prota est stupéfait. 20 billets valent autant que ça. Chaque pierre de ce genre vaut environ 200 000 wons, soit l'équivalent de 6 800 ré. Dos est très content. Ils ne sont qu'à l'entrée du donjon et ont déjà extrait de nombreuses pierres de sang en pensant n'avoir tué que 4 gobelins. En remplissant le sac, Dos pense qu'un donjon à 2 étoiles n'est même pas comparable à un donjon à 1 étoile. La quantité de drops obtenue. Définitivement, un donjon à 2 étoiles est bien meilleur qu'un à 1 étoile. Le groupe est presque arrivé au dernier niveau et a droit à une grande surprise. Le gobelin qu'ils attendaient s'avère être en réalité un hobgoblin. Et là, se dresse un hobgoblin musclé, robuste, chaman, entouré de ses adeptes. Et Dorso prend les commandes, disant qu'ils doivent agir avec beaucoup de prudence et suivre les instructions de base. Entre nous, Dorso, je n'ai jamais affronté un hobgoblin, il n'a fait que lire des informations de base à leur sujet. Et Kang est là, immobile, juste en regardant et en observant. Kang donne un conseil pour procéder avec beaucoup de prudence. Et Dolso, en tant que mineur vétéran, a dit qu'il est déjà bien familier avec le manuel et sait que l'attaque principale du lutin est la magie. Par conséquent, nous allons pouvoir gagner très facilement, car l'habilité de ce mec ici, avec un nom difficile que je ne vais pas dire, celui juste devant, est de lever des barrières. Appelons-le Barreirinha. Ridolso affirme qu'avec Barreirinha dans l'équipe, ils sont invincibles contre ce hobgoblin. La prochaine étape, c'est le combat. Jotan n'est pas là pour faire des histoires. Alors il réfléchit. Puisque l'équipe a donné son avis, il ne fera rien. Il observera simplement pour voir ce qui se passe. Le chaman musclé décide de lancer son premier sort. En conjurant sa magie, le combat commence. La petite barrière commence à faire son travail, formant une barrière magique pour protéger le groupe. Le chaman, dans son invocation, commence à dire « Papi Bakigafo, Papi Bakigafo, Papi Bakigafo ». Arrêtez la vidéo et essayez. 3 fois sans te tromper. Dans les yeux du Xama. Profitant de cette ouverture, le guerrier tente d'attaquer, mais le Xama est très habile au combat et parvient à défendre l'attaque du guerrier. Incendie les yeux du chaman. Profitant de cette ouverture, le guerrier essaie d'attaquer, mais le chaman est très habile au combat et parvient à défendre l'attaque du guerrier. Notre ami Sumba ne sait pas lancer une boule de feu, c'est une boule de feu que je te parle. Il ne connaît pas la petite chanson. Chante. Wang, en observant tout cela, réalise que c'est très dangereux, car dans le projet Alvin, il rencontre divers monstres, et parmi eux, il y avait beaucoup de hobgoblins, et il sait que les hobgoblins ont une intelligence au-dessus de la normale, et sont capables d'utiliser la magie. Cependant, ce qui rend le hobgoblin vraiment dangereux, ce n'est pas seulement la magie, c'est le niveau de commandement qu'il possède, un commandement intelligent et supérieur. Après avoir reçu cet ordre, il va se transformer en monstre, et 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 il va se transformer en un monstre, et il va... C'est un poison. Il se répand rapidement dans le corps de Barreirinha. Le figurant, qu'on ne peut pas distinguer s'il est un homme ou une femme, demande ce qui arrive à Barreirinha. Je n'ai jamais vu un poison comme ça. Sa tête vient littéralement d'exploser. Et c'est un poison. Petit frère d'Ali, Barreirinha, tombe sans vie. Et le non-inscrit décide de fuir. Et le prota commence à parler. C'est pour ça que j'ai dit que c'était dangereux. Ce qui rend un hobgoblin vraiment dangereux, ce n'est pas sa force physique ou sa magie, mais bien sa capacité à commander, sa grande intelligence. La grande épée des gobelins que possède le commandant ne peut pas être considérée comme celle d'un gobelin, soit le normal. Le hobgoblin ordonne à ses gobelins d'attaquer le groupe. Dosso ouvre grand les yeux, étant un vétéran plein de courage. Je demande à tout le monde de courir. Allons-nous-en d'ici. Et chaque guerrier courageux s'enfuit de la manière la plus honteuse possible, à l'exception de notre ami Ursunga, qui prépare encore une de ses boules de feu vers la direction des gobelins. Les gobelins, ayant un chef pour les guider, n'ont subi aucun dégât. 2. Dos dit qu'il ne sert à rien de les affronter et qu'ils doivent fuir. L'un des courageux, qui reculait déjà, demande où est Barreirinha, et Dos répond qu'il est déjà mort et qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Alors partons. C'est un jeu de chat. Celui qui fuit en dernier est le plus laid, mais le gobelin ne va pas rester là à ne rien faire et commence à sourire. Il dit « Papi Bakigaro kusalditante, Papi Bakigaro kusalditante, Papi Bakigaro kusalditante » et il lance un sortilège de foudre qui passe en zigzag entre les courageux éveillés qui fuient. Et il atteint en plein celui
celui qui a osé lancer un sort de foudre. Lorsque Dos a vu cette scène, il a crié encore plus fort pour que tout le monde s'enfuit. Sinon, ils allaient tous mourir. Et tout le monde est parti en courant, laissant leur ami Sunga pour être sacrifié. Sunga est là, allongé, les fesses en l'air, et le hobgoblin s'approche. Cependant, Kani ne s'était pas enfui. Il était là, à proximité, attendant. Alors, comme ce ne sont que des gobelins, il sort de sa cachette, sort son pied de biche, et dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas chassé de gobelins, qu'il va vraiment aimer ça. Et il invoque 4 squelettes pour l'aider. Le hobgoblin ordonne à ses sbires de tuer le protagoniste, et le protagoniste sort de sa cachette. Tu sais comment il est difficile de gérer un groupe de gobelins avec un chef? Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Tuer le chef, le protagoniste. Le protagoniste court vers le hobgoblin, et tous ses sbires essaient de l'arrêter, mais le prota a aussi 5 sbires invoqués. Alors, tandis que les soldats squelettes s'occupent des gobelins, le prota va s'occuper directement du hobgoblin. Le prota saute par-dessus le hobgoblin. Le hobgoblin commence à parler et à lancer sa magie d'éclair. Mais le protagoniste est beaucoup plus rapide et est déjà très proche du hobgoblin. Et il traverse la tête du hobgoblin avec un pied de biche, le tuant instantanément. Le fait est que le protagoniste, qui est très courageux, souriant, demande à l'âme du hobgoblin s'il pensait vraiment qu'attendre que sa compétence de foudre se régénère était une bonne idée. Apprends à lancer la foudre, assieds-toi et surveille à la recharge. C'est en recharge. Il est sans défense. Il suffit de le tuer comme il l'a fait avec le hobgoblin. Et le protagoniste passe instantanément au niveau 6, ressentant ses attributs augmenter de manière exponentielle. Et il sourit, car il préfère de loin jouer en solo plutôt qu'en équipe. Restez en groupe et de cette façon, tes points d'expérience montent très rapidement, sans arrêt. Sunga, presque sans vie, demande de l'aide au prota. Le prota observe cela et se dirige vers Sunga. Le prota est étonné, car il est encore en vie après ce rayon. Et Sunga demande de l'aide, pour que le prota ne le laisse pas mourir. Et le prota, voyant cette situation, se rend compte qu'il peut en tirer un avantage, et demande à Sunga ce qu'il peut faire s'il lui sauve la vie. Sunga dit qu'il ne le dira à personne. Et le prota a dit, « Dire quoi, misérable, que tu es un réveillé de rang F ?» Kang est très contrarié, et dit qu'il ne s'en soucie pas. Et le mourant demande alors ce que le prota veut. Kang s'arrête, réfléchit un peu, et dit, « Pikamouk était avec ça, et il lui montre ses doigts. En regardant ses mains, Sunga interprète cela comme le symbole de la paix. Et dit, c'est le symbole de la paix. La scène change pour quelqu'un fouillant le corps d'un garde. Et c'était Sunga, complètement rétabli, un sac plein de pierres de sang, disant qu'il avait enfin terminé son travail. Kang, depuis loin, lui demande s'il a terminé, et Sunga répond que oui, il a récupéré toutes les pierres de sang des si cartes. on s'avalait? Sunga réfléchit, se demandant comment une personne aussi forte peut être de rang F, et il déduit que il est probablement au minimum de rang D, car ses compétences de combat suffisent pour chasser des monstres de niveau 2 par lui-même, et il pense qu'il était autodidacte. En plus, Kang a la capacité d'invoquer des squelettes et de rechercher des pierres de sang. Et le plus incroyable, il a une capacité de guérison qui m'a totalement rétabli. Kang a utilisé une capacité qui a aspiré quelque chose des corps et l'a guéri instantanément. Ainsi, Sunga conclut que, vu la variété de ses compétences, le prota pourrait certainement être classé au moins rang C. Et Sunga est incrédule, car cela fait seulement 3 heures que le prota est enregistré comme un réveillé. Sunga remet le sac au prota et Kang demande s'il sait combien valent toutes ces pierres de sang. Sunga dit qu'elles valent environ 8 millions de yuan. Bien sûr, j'ai déjà fait le calcul, 273 000 ré. Une bonne affaire. Prota a investi 100 000 yuan et a gagné 8 millions. Kang regarde Sunga en face et dit que tout ça est à lui. Entendu. Et Sunga répond sur le champ que oui, bien sûr, tout est à lui. Sunga trouve incroyable à quel point le prota est obsédé par l'argent. Ensuite, on nous montre la scène où le prota lui fait le signe de paix. Et je vous ai laissé lire la réponse que le prota lui a donnée. Et là, Kang dit que Sunga lui doit 2 millions de yuan pour lui avoir sauvé la vie. Alors, il trouve rapidement la pierre de retour. Les deux se préparent à quitter le donjon. Et le système de défense du prota avertit qu'une légère soif de sang a été détectée. Alors, Kang dit de rester là un moment, car il semble qu'une embuscade les attend devant. Sunga dit à Kang que puisqu'ils se sont débarrassés de tous les monstres, la soif de sang ne peut pas être là, à moins que ce ne soit à cause de lui. Si ce n'était pas pour le prota, ce Sunga serait déjà mort, au moins 5 fois. Kang, avec son 6e sens, ordonne au rat d'arrêter de se cacher et de se montrer. Et à l'instant même, 2 monstres apparaissent. Dozo et le groupe se présentent et s'approchent timidement du prota. Dozo, qui est très faux, demande ce qui s'est passé, si les deux ont tué tous les monstres. Et le prota déjà avertit Sunga de ne pas s'approcher, car il planifie de les attaquer dès qu'ils seront plus près. Sunga demande « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et le prota observe simplement ce groupe arrêté devant lui, et il dit « Wow,
vous êtes enfin revenu après avoir fui avec la queue entre les jambes. Kang dit qu'ils auraient dû attendre devant la barrière, alors pourquoi descendre jusqu'ici? Et Dosso, qui est ami avec Ons, demande pourquoi Kang agit de la sorte avec ses coéquipiers. Il affirme qu'ils sont revenus pour nettoyer le donjon après un retrait stratégique, et quand ils sont arrivés, il dit: quand il est arrivé, il semblait que tous les monstres avaient déjà été tués. C'est tout ce qui s'est passé. Dosso demande à Kang comment il a fait ça, et Kang se met Et à rire. dites-lui d'arrêter de cracher des Kang mensonges. dit qu'il sait qu'ils sont revenus pour récupérer les pierres de sang et dit qu'elles sont là. En jetant toutes les pierres au sol, Kang parle avec un regard très sanguinaire. Si vous les voulez, n'hésitez pas à venir les chercher. Et Dosso dit au Prota qu'il s'agit d'un malentendu, qu'il a tout compris de travers, qu'ils ne sont pas assez fous pour essayer de tuer Monsieur Kang, car il sait que c'est le Prota qui a tué tous les monstres qu'il n'était pas capable de battre. Et Dosso termine son explication en disant qu'il se sentait très mal et qu'il ne pouvait pas les emmener lui et aucun Sunga avec eux. Et Dosso dit qu'il n'avait pas d'autre choix, car sa propre vie était aussi en jeu, et qu'ils sont seulement venus là pour récupérer les pierres de sang, et que par pure chance, après leur retour, les deux avaient déjà nettoyé l'endroit. Ainsi, Dosso remercie pour l'opportunité d'avoir pu sauver sa vie. Le corps de Ballerina Tang, en écoutant les paroles de Dosso, reste pensif. En voyant Dosso si souriant et parlant de manière si aimable, il pense qu'il est peut-être un peu insensible, et que peut-être l'embuscade qu'il avait ressentie n'était en fait causée que par les monstres. Le Prota sait qu'Alfie a changé de manière drastique, car là-bas, il devait être en état d'alerte tous les jours. Car c'est la mort qui pourrait venir de n'importe où. Kang se met à penser qu'il n'est plus à Alfie, mais bien sur Terre. Instantanément, en terminant ce raisonnement, il entend enflammer Dos. C'est un fils d'une bonne mère. Il ne sait agir que par lâcheté et trahison. Il fait un signe aux autres membres du groupe pour attaquer, et le petit archer libère sa flèche, touchant l'épaule de Sunga. Prota, avec les yeux brûlants de colère, est prête à réagir, car c'était leur seule chance, et de gaspiller une flèche sur la mauvaise personne, et le fils de Mapu, de Dosso, vient en souriant pour achever le Prota. Félicitant ses camarades pour le bon travail qu'ils ont accompli dans le donjon. Soudain, le téléphone de la Belle Rousse sonne, et c'est Kagon qui dit avoir trouvé la personne qui a envahi son donjon ce jour-là, et Yvonne demande son nom, et il dit que c'est Kang Hojin. Kagon a dit qu'il avait été difficile de découvrir qui il était, car son nom n'apparaissait nulle part. Mais aujourd'hui, Il s'est inscrit comme éveillé. Yvonne a été très surprise. elle pensait qu'il était un éveillé enregistré, et elle demande où il est Et maintenant. nous revenons à la scène. Le où nous skank voyons est attaqué par Dos, et Dos, avec un regard de pseudo-psychopathe, fixe le Prota, et le Prota sourit, disant que c'est tendu. Hein? Quelle attaque pertinente! Il attrape Dos et le lance avec toute sa force. Et ça a dû faire très mal. Et Dos ne sourit plus, il crache du ketchup par la bouche. Le Prota, étant le roi de la méchanceté, savait exactement ce que Dos allait faire. Kang. Pointant la main vers les autres figurants, il demande si c'est ainsi que se comportent tous les autres éveillés. Il ne savait pas qu'ils seraient aussi dénués de scrupules. Mais puisque leur avidité pour les pierres de sang est si grande, il va leur en donner un peu. À ce moment-là, le Prota commence à invoquer ses squelettes, et de chaque cadavre surgit un squelette combattant. Alors, le Prota dit que l'heure de la punition est arrivée, et ordonne à ses squelettes d'anéantir les autres figurants. C'est un festival de coups de poignard secs. Ensuite, le Prota prend le couteau que Dos utilisait et s'avance calmement vers lui, prêt à couper des bigolins. Mais Dos, non. Dos, étouffé par le ketchup, veut parler avec le Prota, mais il n'est pas là pour discuter. Le Prota dit « Discuter? Comment ça discuter? Pourquoi discuter? C'est clair que tu cherches à gagner du temps jusqu'à ce que ta capacité d'initiation se recharge. » Et sans tergiverser, le couteau fait son travail, et Dos va jouer en 2e division. Et la scène est belle à voir, c'est des corps à droite, du ketchup à gauche, de la peinture rouge partout. Alors, commençons. Le Prota qui aime vraiment l'argent décide de vider leur poche et dit que Dos est vraiment salaud, car il a apporté beaucoup d'argent dans la donjon. Suma reste là, le regardant. Pasmo, ne croyant pas que Kang est en train de voler tous les morts. Il trouve ça insensé, car le Prota a tué quelqu'un sans même scier. Et le Prota dit qu'il n'y a pas d'espoir pour ceux qui trahissent les autres. N'est-ce pas, Sunga? Le Prota se retourne et demande pourquoi Sunga ne répond pas. Sunga, est-ce qu'il est déjà devenu tout pâle? Il décide de répondre, oui, c'est ça. Ah, tu ne sais pas ce que veut dire pâle de peur, hein? Quel dommage. Mais je vais te l'expliquer. Sunga était mort de peur. Et avec Kang affirme que Sunga a failli mourir à cause de lui, et Sunga affirme que ce n'était pas la faute de Kang. Par conséquent, le Prota demande 2 autres des Gandhi à Sunga, et Sunga reste paralysé en réalisant que Kang ne pense qu'à l'argent.
Kang, en se rapprochant encore plus de Sungha, lui dit qu'il l'a sauvé 2 fois et qu'il devra en tenir compte lorsqu'il calculera les dépenses que Sungha lui a causées. Alors Kang demande à Sungha de montrer son épaule et dit qu'il doit la soigner à nouveau. La scène change. À l'extérieur du donjon, l'employé est surpris par l'approche de Kang et il demande au duo « Tiens, seulement vous deux, où sont les autres membres de votre groupe ?» Et Kang répond. Kang dit que les autres ont été tués par des monstres et Sungha ne fait qu'approuver le mensonge que le prota vient d'inventer, car il est terrifié par la facilité avec laquelle le prota tue sans éprouver le moindre remords. L'employé de la guilde a dû s'arrêter. Il demande comment il a pu récupérer toutes les pierres de sang du donjon. Il dit « Ah oui, c'est parce qu'on a risqué nos vies pour réussir à prendre toutes les pierres de sang. C'est au falsa meos. Parce que même si nous mourrons, nous devons essayer de récupérer toutes les pierres de sang. » L'employé de la guilde demande à tous les deux de signer les rapports et dit que le bureau les contactera s'il a besoin d'aide pour les enquêtes sur l'accident dans le donjon. Ainsi, le prota s'en va, perdu dans ses pensées, mais aussi joyeux, car il a réussi à gagner en une seule journée 3 millions de won, ce qui fait un total de 445 000 réels, sans compter les 4 millions de won que Sungha lui doit. Le prota est très content, car aller à la manne seul rapporte beaucoup d'argent. Et Sungha, qui a attrapé le Covid et oublie des choses, pense qu'il devra payer au prota 40 millions de wons et sait qu'il n'a pas cet argent, donc il devra contracter un prêt. Dans ses pensées, Sungha envisage de demander à Prota de laisser tomber, mais Kang l'appelle par son nom et lui dit qu'il sait qu'il déteste les traîtres, n'est-ce pas? C'est bien et ne le trahissez jamais. Il dit alors au revoir et dit qu'il attendra Sungha pour entrer en contact avec lui. Ainsi, Sungha est convaincu qu'il devra contracter un prêt de 40 millions pour rembourser le prota. Ce Sungha est vraiment stupide, mec. C'était juste 4 millions. Soudain, Sungha se perd encore plus dans ses pensées. Il se met à penser qu'il doit maintenant non seulement 40 millions, mais un total de 400 millions de won au prota. C'est quoi cette blague, La scène change pour un magasin de téléphones portables, où le propriétaire est en train de bailler, car il n'a rien à faire pour le moment. Et, de plus, il n'a pas eu de clients aujourd'hui. En entendant un bruit très fort, le propriétaire entre en panique et demande ce que c'est. Et voyant le prota entrer d'une manière si brusque, demande qui êtes-vous. Le prota ne répond rien et le saisit déjà par le col. Le prota est très fort et soulève le vendeur, qui est un peu rondouillard, sans aucune difficulté. Et soudain, commence la séance de tabassage. Juste des gifles. Après la première, il se réveille. Le vendeur demande ce que tu fais. Le prota, sans répondre un mot, le claque. Après un massage plutôt délicat, le vendeur est juste en miettes. Le vendeur sait que la personne en face de lui est très forte. Mec, alors il ne peut rien faire pour le provoquer. Après une série de gifles, le vendeur demande au prota de ne pas le tuer. Kang se demande s'il doit tuer ou non ce foutu vendeur. Finalement, Kang décide de le libérer et dit « Hé petit vendeur, tu te souviens de moi. Je déteste les gens qui me trahissent. Ça vaut aussi pour ceux qui me mentent. » Tu te souviens de ce téléphone que tu as vendu comme s'il était neuf et de dernière génération, le vendeur misérable. Il pense qu'il n'a jamais vu cette personne de sa vie. Il pense qu'il n'a jamais vu cette personne de sa vie. Le prota sort son téléphone de 1949 avec un bouchon et demande « C'est toi qui m'as vendu ça, ou bien tu te souviens maintenant ?» C'était un iPhone 2 qui ne téléchargeait rien et n'installait presque rien. Et c'est seulement après cela que le vendeur commence à se souvenir de quelque chose. Il se souvient qu'il avait facilement trompé le pauvre Kang en lui vendant un téléphone qui ne valait presque rien et sans fonction. Il a trompé le prota et a parlé de manière si convaincante que le prota a été étonné de voir un téléphone portable de dernière génération dans ses mains. Cependant, c'était un téléphone fabriqué il y a 5 ans. Maintenant qu'il se souvient qui est le prota, il se souvient de quelqu'un qui n'était pas le prota. Kang lui demande « Alors, tu ne vas pas me répondre? Pourquoi tu m'as vendu ce fichu téléphone comme s'il était neuf et de dernière génération ?» Plus tard, hors de la boutique de téléphone, le prota ajoute quelques contacts sur son nouveau téléphone, qui est enfin de dernière génération. Il n'a que peu de contacts. Sa mère, Jaiminho, le vrai Jaiminho, sa mère. Son bras est le vendeur maudit. En sortant de la boutique, le prota se demande s'il avait été à Alphen, il aurait arraché tous les membres de ce vendeur maudit. À cet instant même, 2 personnes suspectes s'approchent par derrière le prota, en appelant Kang par son nom. Ils s'arrêtent et se retournent pour voir ce qu'ils veulent. Le groupe a déjà grandi, encercle le prota et lui demande s'il est un nécromancien de rang F. Le groupe une dungeon tout seul. Ainsi, il est sûr que Kang n'est pas rank F, car 2 rank F, lui et Sungha, n'auraient pas été en mesure de tuer tout un groupe. Une dungeon en solo. Par conséquent, il est sûr que Kang n'est pas de rang F, car 2 de rang F, lui et Sungha, n'auraient pas la capacité de tuer un groupe entier. Soudain, Yvonne s'approche et dit qu'il est un novice très courageux. Le prota, ne connaissant pas la Majera, demande « Qui es-tu » et Yvonne nous est montré, une rousse magnifique et merveilleuse. Eh bien, c'est la nouvelle œuvre de la chaîne. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui veulent une partie 2, il suffit de demander la partie 2 dans les commentaires.